dans cette ingérence de la République islamique d'Iran. Oui, la France insoumise est en quelque sorte devenue l'idiot utile de l'islamisme parce que justement, ils reprennent toutes les causes de cette idéologie-là, notamment sur le terrain diplomatique. Comme vous l'avez très bien souligné, effectivement, l'Iran s'est accaparé la cause palestinienne depuis les années 80, puisque les pays arabes sunnites, justement, se commençaient à entamer un rapprochement avec Israël. D'abord l'Égypte en 1978 et 78-79, ensuite après la Jordanie, puis plus globalement, puis ensuite après, ça s'est terminé avec l'Arabie Saoudite lors des accords, l'Arabie Saoudite et les Émirats, etc., avec les accords du siècle avec Donald Trump. Voilà. Mais le vrai sujet aujourd'hui sur la menace islamiste, c'est qu'en fait, elle a profondément changé, et terroriste surtout, elle a profondément changé par rapport à 2015. Vous avez fait un rapport comparatif, puisque ça fait 10 ans finalement, en janvier, qu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. En novembre prochain, on aura 10 ans des attentats on célébrera l'anniversaire finalement, et on commémorera des 10 ans du Bataclan. Que s'est-il passé en 10 ans ? Il y a 10 ans, en fait, les terroristes qui ont semé la mort à Charlie Hebdo ou au Bataclan étaient en règle générale des étrangers ou des Français issus de l'immigration qui étaient en lien avec justement le terrorisme à l'international, notamment Daesh en Syrie et en Irak. Donc on avait une logique de réseau. C'est pour ça qu'on parlait souvent de radicalisation en prison, pour par exemple les frères Kouachi, etc., par des gens qui venaient de là-bas. Ou alors même ils allaient s'entraîner là-bas. Or, le Daesh a presque disparu d'une certaine façon à partir de 2017-2018 sous Donald Trump. Et aujourd'hui, on aperçoit, et c'est ce que dit Gilles Kepel, un djihadisme d'atmosphère. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez de plus en plus de gens, notamment des jeunes, qui sont isolés et qui ne sont pas en logique de réseau et qui vont utiliser n'importe quel événement géopolitique ou même situation individuelle pour passer à l'acte. Et c'est ce qui rend la menace beaucoup plus diffuse sur le territoire national. C'est pour ça que vous avez, par exemple, un jeune qui va attaquer Samuel Paty au couteau dans une école. C'est pour ça que vous allez avoir Dominique Bernard dans une école à Arras parce que justement au motif qu'il avait défendu la laïcité, etc. Donc en fait on voit qu'on a des jeunes aujourd'hui des gens qui sont de plus en plus jeunes qui utilisent n'importe quel fait géopolitique, notamment la cause palestinienne, mais également moi je pense la situation en Iran pour pratiquer un acte terroriste islamiste. Et c'est, je pense, ça le sujet, c'est-à-dire que la menace islamiste et la menace terroriste a changé en France en 10 ans. Mathieu, c'est un manque de moyens ou c'est un manque de volonté politique finalement ? Faut prendre exactement, vous avez raison, il faut prendre le problème dans le bon sens. Dans le bon sens, le problème est un problème qui est politique. Quand vous regardez aujourd'hui au plus haut sommet de l'État, la position d'Emmanuel Macron, le vrai problème sur la question des quartiers, c'est le président de la République lui-même. Comment aujourd'hui, quand la France périphérique et la France rurale se révoltent par l'intermédiaire des Gilets jaunes, le président de la République est sur un logiciel absolument très volontariste. Il dit voilà, qu'ils viennent me chercher, il va envoyer les LBD, etc. Devant les Gilets jaunes. Par contre, quand on a les émeutes lors de l'été 2023, c'est tout de suite la logique d'apaisement. Donc il y a quelque chose là qui est un deux poids deux mesures. En fait, Emmanuel Macron pratique une sorte de deux poids deux mesures entre la France des territoires qu'il n'aime pas et la France des quartiers dont il a envie de s'excuser parce qu'il considère aujourd'hui que ce sont des jeunes désœuvrés. Ensuite, le deuxième sujet, c'est qu'après la réponse, en fait, une fois que vous posez ce constat-là, les réponses ne peuvent être que mauvaises parce que quand vous regardez aujourd'hui la fracture territoriale qui est importante sur les réponses des services publics, vous avez les jeunes, les personnes dans les quartiers, la politique de la ville, c'est plus de 10 milliards d'euros par an. C'est plus de 110 milliards d'euros qui ont été déversés dans les quartiers depuis 2008. En revanche, quand vous comparez par rapport à la France rurale, on est à moins de 1 milliard d'euros par an. Donc ça veut dire qu'on a un rapport de 1 à 10 entre les quartiers et le monde rural. Or, cette situation-là est intenable dans la mesure où aujourd'hui, les personnes qui posent le plus de problèmes sont dans les quartiers, puisque comme vous l'avez souligné, vous avez déversé énormément d'argent dans les quartiers, et pour autant, les gens sont toujours pauvres, les taux de pauvreté restent plus supérieurs au reste de la population nationale, et il y a toujours autant de délinquance, comme vous l'avez dit, de narcotrafic, etc., etc. Donc le problème n'est résolument que politique, et pour cela, nous, on avait sorti et je terminerai dessus, on a sorti un rapport la semaine dernière, puisqu'il y a 20 ans, jour pour jour, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, prononçait la phrase « il faut passer le Karcher ». On s'est posé la question, pourquoi depuis 20 ans, on n'a jamais passé le Karcher ? Les militants de droite. Alors, je ferai plusieurs observations sur le sujet. Déjà, il y a ce que vous dites par rapport aux Républicains. Ce qui bloquait, on va dire, d'un point de vue électoral, donc d'un point de vue des sympathisants, donc non pas des militants, mais des sympathisants, dans ce qui est testé dans les enquêtes d'opinion, sur la question de l'union des droites, traditionnellement, c'était les électeurs des Républicains qui étaient davantage réticents à une alliance
avec les autres partis de droite. On était en règle générale autour de 50%, un peu moins de 50%, notamment lorsque les sondages portaient lors des élections européennes de 2024. Or là, dans le dernier sondage révélé par le JDD, on est à 68% des électeurs des Républicains. Ouais. C'était en fait l'argument des cadres de LR, c'était de dire mais nos électeurs ne veulent pas de l'union des droites. Et ça a changé. Ça a changé. Il y a plusieurs résultats qui l'expriment, c'est que notamment lors des élections européennes de 2024, non pas législatives mais européennes. Pourquoi les européennes ? Parce que c'est le vote, on va dire, c'est un vote d'adhésion. C'est un vote d'adhésion à un projet. Quand vous cumulez les scores du Rassemblement national, donc la liste de Jordan Bardella, de Reconquête, la liste de Marion Maréchal Le Pen, et des Républicains, la 53. liste de François-Xavier Bellamy, vous arrivez quasiment à 50% des voix. Ouais. Donc aujourd'hui, et c'est un point qui est quand même porté en France, la seule majorité électorale possible est une majorité, une union des droites. Le problème, c'est ce qu'a dit Jonathan, c'est qu'aujourd'hui, les cadres des partis, que ce soit surtout au Rassemblement national et chez les Républicains, n'en veulent pas. Ensuite, après, la question qui est posée, pourquoi n'en veulent-ils pas ? C'est qu'aussi les projets de ces partis sont différents. Et c'est notamment sur le plan économique. C'est une question. Voilà. Exactement. Mais j'ajouterais quand même un point dessus de nuance, c'est qu'on voit de plus en plus les Républicains, sur les questions de sécurité et les questions migratoires, se rapprocher des thèses dites du Rassemblement national et ou portées par celle d'Éric Zemmour. Et dans le même temps, on voit le Rassemblement national se rapprocher des thèses, notamment sur les questions économiques, portées par les Républicains. Prenons un exemple. Marine Le Pen était pour la retraite à 60 ans il y a encore 5-6 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur 62 ans avec la modulation par durée de cotisation. Et peut-être que Jordan Bardella infléchira la ligne. Donc, malgré tout, on peut entrevoir des perspectives d'union des droites. Après, pour compléter, je suis d'accord avec toi, Naïma, mais en fait, le problème aussi qu'on a en France sur la question de l'union des droites, c'est le régime politique que nous avons. Nous ne sommes pas sur un système parlementaire classique de coalition par rapport aux autres pays européens. C'est plus facile de faire une union des droites en Italie, notamment si on prend l'exemple marquant, ou même en Suède ou dans d'autres pays, qui sont justement des systèmes représentatifs avec la proportionnelle notamment, qui incitent à faire des coalitions assez classiques et qui incitent à faire des compromis entre les chefs de parti. La France est un régime qui se marque par une tradition majoritaire. Alors, c'est plus le cas depuis la dissolution d'Emmanuel Macron. C'est ça qui ouvre peut-être des nouvelles perspectives. Mais malgré tout, on est sur une logique majoritaire. Donc, c'est-à-dire que le parti qui arrive en tête, notamment le parti traditionnel de la droite, les Républicains, a toujours voulu être majoritaire et être le numéro 1 et les autres derrière. Et le Rassemblement national, aujourd'hui, a hérité de cet héritage, c'est-à-dire qu'eux considèrent que comme ils sont devant d'un point de vue électoral, il n'y a pas forcément besoin de faire une alliance, il faut que ce sont les électeurs des autres partis qui doivent voter pour le Rassemblement national et non pas une alliance, un compromis avec d'autres formations. Et l'héritage